Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie pour votre présence. Avant de démarrer l'ordre du jour, je voudrais donc vous signaler que la séance est filmée, évidemment, pour des raisons de légalité. Et pour des raisons de coût, nous avons fait la demande à ce que nous puissions la faire en différé. Ce n'est pas pour autant que nous amuserons à faire un montage, je vous rassure, mais ça permet tout de même d'amortir le coût. Voilà, donc le public aura accès à ce conseil municipal en différé, ce qui nous permet de rester dans les clous. Nous sommes toujours sous le régime du huis clos, évidemment, sanitaire. Alors, je ferai une interruption de séance après la désignation du secrétaire de séance pour la raison que je vais vous expliquer. Tout d'abord, je vais vous demander l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 décembre 2020, ainsi que le procès-verbal de la séance d'élection du maire et des adjoints en date du 10 mars, qui pour l'instant a été fait de façon réglementaire sommaire et vous sera communiqué lors du prochain conseil municipal de façon plus exhaustive. Donc, pour cette approbation, qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous n'avons pas fait l'appel, nous allons faire l'appel. Monsieur le maire. Présent. Madame Astier-Boucher. Présent. Monsieur Berthy. Présent. Madame Corporandi-Vialon. Présent. Monsieur Even. Présent. Madame Excoffon-Joly. Présent. Monsieur Henry. Présent. Madame Gini. Présent. Monsieur Collet. Madame Gamba. Présent. Madame Théobald. Madame Lampin. Madame Janin. Madame Gérini. Présent. Monsieur Ruiz. Présent. Madame Garino. Présent. Monsieur Jean Solin. Présent. Monsieur Guette. Monsieur Vidal a donné procuration à Monsieur le maire. Madame Astier-Josiane. Monsieur Cardinali. Monsieur Weber. Monsieur Versini a donné procuration à Madame Corporandi-Vialon. Madame Vaillant a donné procuration à Madame Astier-Boucher, mais devrait arriver en cours de séance. Madame Guilleran. Monsieur Monin a donné procuration à Monsieur Berthy. Madame Mangot. Madame Dalmasso. Monsieur Audibert. Bien, nous allons désigner le secrétaire de séance. Je vous propose celui qui sévit depuis mai 2020, en l'occurrence Lucas Audibert. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vais m'interrompre pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Le conseil municipal est endeuillé. Nous avons appris le décès de René Blanc aujourd'hui. René qui a été conseiller municipal sous François Pantalacci. Je présente toutes mes condoléances à la famille, en votre nom également, à sa femme Danielle, que vous connaissez bien, à ses enfants Barbara, Stéphane, ainsi qu'à leurs conjoints Bruno et Isabelle, leurs petits-enfants Enza, Pablo, Justine, Jules. Stéphane, qui avait lui-même été conseiller municipal lors des 2 derniers mandats, et Barbara, qui est un agent de la mairie de la Farlède. Voilà, on pense très fort à eux. On connaissait René pour sa bonne humeur, sa bonhomie. Il va beaucoup nous manquer. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris son décès. On pense très très fort à la famille. C'est un pilier qui s'en va. Bien, la plus belle chose à faire maintenant pour Stéphane, Barbara, c'est d'être à leur tour les piliers de ceux qui restent. Voilà, je les embrasse et je pense que vous aussi. Nous allons passer, alors je vous propose de faire une minute de silence, évidemment, en sa mémoire. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération suivante. Les délégations du conseil municipal données à Monsieur le maire en application
des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous en avez la liste sur le document qui vous a été transmis il y a une semaine. Je ne vais pas toutes vous les lire. Bien sûr, si vous avez des questions concernant ces délégations, nous nous efforcerons d'y répondre de la manière la plus précise possible. Ces délégations, en réalité, permettent d'avoir un fonctionnement plus fluide. Il est évident que si nous devions demander l'avis du conseil municipal pour tout ce qui se décide dans le cabinet du maire, nous aurions probablement 120 ou 130 délibérations à voter à chaque fois. Et non seulement ça serait beaucoup plus long en ce qui concerne le conseil municipal, mais on serait surtout beaucoup moins réactif, puisque les conseils municipaux ne se réunissent pas tous les jours. Donc ça permet une meilleure fluidité, une meilleure réactivité. En dehors de ces délégations-là, ou au-delà des plafonds qui sont précisés, c'est évidemment le conseil municipal qui est compétent et qui vote. Pas de questions? Donc nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer aux indemnités des élus. En début de mandat, nous avons changé de maire. Nous sommes obligés de repasser par cette case-là. Vous avez le tableau des indemnités sur la deuxième page de la délibération. L'enveloppe globale reste la même, ça ne coûte pas plus cher. À la commune, vous voyez le pourcentage de l'indice brut terminal qui est attribué en fonction des postes. Le maire, les adjoints, les conseillers délégués. Le montant est exprimé en brut mensuel, donc auquel évidemment il faut retrancher les charges et ensuite la fiscalité qui est propre à chaque individu. Si vous avez des questions, nous y répondrons également. Pourquoi les indemnités en fait ont changé entre élus? J'ai bien lu que c'est parce qu'il y en a qui ont où les délégations prennent plus de temps, et ça je l'entends complètement. Par contre, je voudrais comprendre du coup pourquoi le pourcentage du maire a changé. Juste, je m'interroge sur ça, il y a certainement une raison, voilà, ça me questionne. Il n'y a aucun problème, je vais répondre à votre question, Madame Mango. Donc le plafond autorisé, c'est 55%. C'est le plafond que je propose aujourd'hui, qui n'était pas retenu avant, lorsque Raymond Abrine, qui était retraité, avait abaissé ce plafond il y a 6 ans. Il était à 55% en 2008, il a abaissé en 2014 pour permettre de partager la participation pour des conseillers délégués que nous n'avions pas auparavant. Donc cette participation avait grévé une indemnité du maire qui, comme vous le voyez, se monte à 2100 € bruts, qui fait en termes de revenus nets environ 1700 € avant fiscalité. Aujourd'hui, je suis élu maire, je suis dans l'obligation de prendre des mesures d'allègement dans le cadre de ma profession, donc j'aurai une perte de revenus importante dans le cadre du temps partiel que je vais exercer. C'est juste pour ne pas perdre de revenus que je mets cette somme au plafond. Voilà. Ensuite, il y a une distinction entre les adjoints. C'est Jacques qui avait proposé cela. Je laisse prendre la parole. Oui, monsieur le maire, je voudrais préciser que j'ai proposé ce niveau d'indemnité pour les 4 nouveaux adjoints et le maintien du niveau d'indemnité pour les anciens adjoints, ce qui explique cette petite différence de 38,89 € en brut mensuel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours dans le même cadre, les indemnités pour frais de représentation du maire, en application de l'article L. 2123-19, toujours du même code. Donc vous avez lu cette délibération qui consiste à allouer au maire une indemnité forfaitaire pour ses frais de représentation. Nous proposons de la fixer à 6 000 € annuels. Et si vous avez des questions, là encore, je peux y répondre ou des membres de mon équipe.
Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons une délibération portant constitution de commission municipale permanente. Alors j'avais fait rectifier un élément concernant le Conseil des jeunes qui avait été placé par erreur sur la délégation des sports, alors que nous voulions le mettre dans la délégation éducation, jeunesse, avec Anne-Laure Escoffon-Joly et Alexis Collet. Donc cette modification, je vous la transmets. Ainsi que Lucas Audibert, qui va être ajouté à la commission environnement, et Madame Théobald, qui sera transférée de la commission culture à la commission éducation. Voilà pour les modifications. Donc il y a 8 commissions. Vous savez que ces commissions se réunissent pour informer les élus, une partie des élus du conseil municipal, pour approfondir des sujets qui seront par la suite traités et délibérés en conseil municipal. On a essayé de respecter les vœux de chacun ou les attributions qui étaient celles des élus que nous avons réaffectés. Est-ce que vous avez des questions? À faire. Je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur le contenu de cette délibération. Bien sûr. Au regard notamment de l'article 21-21-22, et notamment sur le principe de la représentation proportionnelle, ce qui va me permettre aussi d'apporter quelques éclaircissements et de lever toute ambiguïté sur ma situation au sein du conseil municipal. Selon moi, cette disposition n'a pas lieu d'être dans notre assemblée, puisque l'ensemble des sièges sont occupés par les élus figurant sur la liste conduite à l'élection municipale par Raymond Abrine. Le fait que Raymond Abrine ait démissionné et qu'un nouveau maire ait été élu par le conseil municipal est toujours, selon moi, sans effet sur l'application de cet article. De la même façon, le fait que je me sois présenté à cette élection devant le conseil municipal, de la même façon, ceci est sans effet sur l'application aussi de cet article. Comme vous, j'ai été élu sur la base d'un programme porté par Raymond Abrine. Ce programme, je continue à le partager, ce qui ne m'empêchera pas, bien évidemment, d'être vigilant sur sa mise en œuvre. Le fait de poser des questions, le fait de faire des observations, le fait de ne pas partager certaines de vos positions, certaines de vos orientations, ne fait pas de moi un opposant, en tout cas au sens réglementaire du terme. Que cela soit clair ce soir, je n'ai aucune intention en l'état d'être dans l'opposition ou de créer un groupe d'opposition. Je vous demande donc de revenir à une rédaction de cette délibération plus conforme à la réalité, telle qu'elle a été d'ailleurs rédigée dans le procès-verbal du conseil municipal du 18 juin 2020. Merci. Bien, je vous remercie, Monsieur Guet, je vous ai bien entendu. Donc effectivement, nous étions en attente de précision concernant vos choix politiques. Donc vous me faites savoir ce soir que vous ne souhaitez pas former une opposition. Ce qui aurait ouvert d'ailleurs des droits à être présent pour le groupe d'opposition dans chacune des commissions, être représenté dans chacune des commissions. En ce qui me concerne, je prends acte de votre proposition. On fait des modifications tout de même, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y avait des volontés et des délégations qui ont été légèrement modifiées, donc il y aura forcément des modifications. Nous vous avions mis d'office dans votre délégation REN, en ce qui vous concerne tous les trois, évidemment. Écoutez, faites-moi savoir si vous avez des vœux d'affectation dans ces commissions. À partir du moment où vous n'êtes pas nos opposants, il est évident que nous les écouterons. Merci. Merci à vous. J'ai pris acte de votre position et dans ces conditions, bien sûr, je ne voterai pas contre cette délibération. Je vous remercie, Monsieur Gates. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
Oui, moi j'ai aussi une remarque. Donc j'ai exactement la même façon de penser que Alain Gate. Je ne me sens pas non plus opposition. Je me suis engagée pour les faire les doigts. Et en entreprise, quand on donne le poste de certains à d'autres sans leur dire, quand on met finalement les gens tout au bout, tout en bas d'une liste, ça s'appelle un peu les mettre au placard. Et j'ai le souhait que ceci puisse cesser pour qu'on puisse tous continuer à travailler ensemble, puisqu'on est tous engagés pour les faire les doigts. Et je voudrais que l'énergie qui est mise à faire ce type de choses, en fait, cesse pour qu'on puisse construire d'autres choses. Et j'aimerais aussi pouvoir être dans d'autres commissions, comme je vais bien entendu transmettre tout ce que j'ai à transmettre à Magali Génie sur ma délégation de la culture et du patrimoine, très volontiers, parce que l'intérêt, c'est le village de la Ferlaine. Je salue votre remarque, Madame Mango. Je l'entends ce soir et je la salue. Voilà, donc, comme pour Monsieur Gate, évidemment, nous écouterons, nous entendrons votre demande. Et comme pour l'ensemble des conseillers municipaux qui ne sont pas dans toutes les commissions, eh bien, vous aurez effectivement 2 ou 3 présences dans les commissions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien, je vous remercie. Monsieur Jean Soulin. Sans que ce soit vraiment nécessaire, je précise quand même que je partage de la position d'Alain. Très bien. Ma position est la même. Je vous remercie. Donc, ce sera la même réponse, évidemment. Bien, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous allons passer à la délibération suivante portant constitution d'une commission d'appel d'offres permanente. C'est une entité qui permet d'avoir un œil avisé, vigilant sur l'ensemble des transactions que peut passer la mairie et qu'elle peut envisager au cours du mandat. Donc, je propose une liste pour cette commission d'appel d'offres. Alors, est-ce qu'on la fait passer à tout le monde ou je la lis? On va la faire passer à tout le monde. Donc, je vais la lire pour la retransmission. Donc, je propose à votre vote les membres titulaires suivants. Il y en a 5. Sandrine Assier-Boucher, Robert Berti, Virginie Corporandi-Vialon, Jacques Even et Pierre-Henri, qui sont 5 adjoints, ainsi que 5 membres suppléants, Anne-Laure Escoffon-Joly, Magali Gini, Mireille Gamba, Marie-France Girény et Alex Vidal. Donc, vous pouvez, comme pour la liste d'adjoints du conseil municipal initial, proposer une autre liste. Dans ces cas-là, nous ferions un vote à bulletin secret. Hein. C'est l'explication de la présence de l'urne qui est ici ce soir. On n'a pas oublié depuis le 10 mars. C'est la raison de sa présence. Sinon, je proposerai un vote à main levée. Oui. Vous doutez bien que j'ai la même position que précédemment. Hein. Bien évidemment, on ne présentera aucune liste. Hein, et bien évidemment, je souhaite que vous repreniez la même rédaction pour cette délibération que celle qui figurait dans le procès-verbal du conseil municipal du 10 juin 2020, au regard notamment du principe de la représentation proportionnelle. Alors, j'ai votre information un petit peu tard, malheureusement. Les commissions, ça ne se vote pas à bulletin secret et ça peut se modifier dans le cours du mandat. Là, on vote la commission d'appel d'offres des adjoints qui ont pris place dans les délégations, de nouveaux adjoints. Il est évident que leur présence a du sens dans cette liste et ce n'est pas pour évincer qui que ce soit, c'est juste pour permettre à ces gens qui sont en responsabilité dans ces postes-là d'être dans une commission qui a une importance capitale, évidemment. Ce n'est pas pour évincer quelqu'un. Donc, je confirme la présentation de cette liste. Mais mon intervention n'était pas orientée vers la présentation d'une liste. Hein. Je dis juste que ça s'explique par les postes, il y a 5 adjoints. Voilà, elle était uniquement orientée sur le fait que, bon, si vous pouvez vous dispenser de faire référence à une représentation proportionnelle, puisque... si c'est votre voilà. Vœu, ça sera le cas. Et voilà, c'est exactement mon souhait. Et merci d'en tenir compte.
Merci, Monsieur Gates. Donc, nous n'avons pas besoin de voter puisqu'il y a une liste unique. Même à main levée. Donc, la liste est adoptée. Nous n'avons pas besoin de voter dans ces cas-là. Alors, nous avons deux délibérations qui se ressemblent comme des sœurs jumelles, la 8e et la 9e. Une délibération autorisant le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou à faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier de l'activité. Donc pour la mairie de La Farlède, comme pour beaucoup d'autres mairies, c'est le cas notamment pour l'accueil de loisirs. Ça peut être le cas aussi pour les espaces verts lorsqu'il y a des périodes d'entretien qui augmentent si c'est le choix de la municipalité. Pour la délibération suivante, là, ce sera pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles. Mais c'est sur la base du même principe. Il y a des limites de grade qui vous sont indiquées, ainsi qu'une correspondance de rémunération. Je pense que vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des remarques à ce sujet ? Donc pour la délibération autorisant le recrutement d'agents contractuels concernant les besoins liés à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Concernant la même délibération sur le recrutement d'agents contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, je vais boire un verre d'eau parce que nous allons passer au cœur de la séance, qui est le rapport d'orientation budgétaire. Je vais essayer de vous faire la synthèse la plus précise possible, sans faire la lecture du document qui est très riche, très bien rédigé. J'en remercie M. Carbona. Alors, pour la plupart, évidemment, des gens qui arrivent dans cette équipe, qui sont arrivés en 2020, nous avons vécu une année 2020 tronquée par la crise sanitaire, rappelez-vous, avec un report de l'installation, un budget voté en toute vitesse au début du mois de juillet. Donc nous n'avons pas vécu pour la première fois ce processus budgétaire habituel. Et effectivement, vous allez le constater chaque année, avant de voter un budget, eh bien on en débat. Et on débat autour de données qui sont constatées au 31 décembre de l'année N-1, donc 31 décembre 2020, notamment les comptes administratifs qui font foi, même s'ils ne sont pas tout à fait mis au propre, on en a quand même une photographie assez précise. Rapport qui suscite le débat. Je ne sais pas pourquoi le micro s'arrête de temps en temps. Débat qui est nécessaire à la vie démocratique et au fait de mener les opérations budgétaires avec le consentement et le meilleur consensus possible auprès de l'Assemblée municipale. L'Europe de 2021 est toujours empreint d'énormément d'incertitudes, on va le voir, avec un recul d'un an sur cette crise sanitaire, mais finalement très peu de certitude sur l'issue de cette crise en termes de date, en termes de conséquences sanitaires et financières. On est toujours, malheureusement, dans une situation problématique. Et dans ces cas-là, évidemment, discuter d'un budget et ensuite le voter nécessite beaucoup de prudence. Ça sera un des mots qui reviendra dans ce rapport d'orientation budgétaire. On va balayer, vous allez le voir, les aspects financiers. On va parler de l'endettement de la ville, de fiscalité, des charges de fonctionnement qui sont analysées chaque année et qui permettent aussi de vérifier les capacités d'investissement de la commune, que nous essaierons de garder les plus hautes possibles. On va aussi balayer le volet ressources humaines, qui permet de faire des stratégies de recrutement à court terme, à moyen terme, même si un rapport d'orientation budgétaire et un débat ne doit porter que sur l'année actuelle, c'est un rapport annuel, rien n'empêche évidemment d'entrevoir des perspectives.
On va voir aussi les projets structurants qui vont représenter la plus grosse partie de nos dépenses d'investissement sur les 5 ans à venir. Et enfin, nous parlerons des leviers que nous pourrions actionner en fonction du constat que nous allons faire et de l'ensemble des travaux que nous envisageons sur la période qui nous amènera jusqu'à la fin du mandat. Donc c'était pour l'introduction. Alors dans ce rapport, vous allez trouver une contextualisation macroscopique où on parle de l'état des communes dans leur ensemble dans notre pays. On est dans le cadre de la loi de finances 2018-2022 qui avait déjà une thématique pas très sympathique à l'égard des communes, puisque finalement l'objectif numéro 1, c'était le redressement des comptes publics. Donc il est évident que ça n'augurait pas de possibilités financières réjouissantes. C'est issu évidemment de plusieurs lois de finances qui ont fait suite à la crise de 2008, qui ont plongé les collectivités depuis cette date dans une situation les obligeant chaque année à faire des efforts de gestion dans le fonctionnement, essayer de toujours d'avoir l'imagination de trouver de nouvelles solutions, à la fois pour réduire les dépenses et aller chercher des financements. Eh bien, figurez-vous qu'on nous le demande encore et qu'il va falloir encore trouver des solutions nouvelles si on veut maintenir évidemment sa capacité à investir. Donc on est en réalité touché par une deuxième crise alors que la première n'a toujours pas été vaincue. La meilleure illustration d'ailleurs de cette première crise qui perdure, c'est la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l'État, qui était d'environ 1 million d'euros en 2013-2014 et qui se retrouve aujourd'hui à 388 000 euros, c'est-à-dire 60% de baisse, alors que les compétences de la commune sont inchangées en ce qui concerne ces dotations, et celles qui ont été transférées à la communauté de communes, ont également été suivies par le transfert de budget. Donc là, c'est vraiment une perte de 600 000 euros par an maintenant, même s'il y a eu des années où on perdait un petit peu moins puisque la baisse a été progressive. Vous voyez ce schéma là à droite en vert avec des bâtons qui illustre bien l'évolution de cette dotation globale depuis 2014. On a perdu 60%. La loi de finances qui arrive, elle, à un titre plus positif, puisqu'elle tourne autour du plan de relance. Un plan de relance qui parle de 3 thématiques, la transition écologique, la cohésion territoriale et le numérique. Ce plan de relance consiste en une somme globale de 100 milliards qui est débloquée par l'État pour l'ensemble des collectivités, pas que pour les communes, pour les EPCI, donc les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, et pour les communes également, pour une tranche évidemment plus modeste que pour l'ensemble des autres EPCI. On constate aussi la conservation du fonds de péréquation, verticale et horizontale. Ce fonds de péréquation, en réalité, a été fait pour permettre aux communes les plus pauvres d'être aidées par les communes jugées les plus riches. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous avions été considéré à l'époque comme une commune aisée. Et donc, vous verrez aussi que cela impacte nos dépenses de fonctionnement. Vous trouvez ensuite dans ce rapport un focus sur la Farled, en introduction, cette baisse de dotation globale de fonctionnement et quelques craintes issues des dernières mesures annoncées, notamment la suppression de la taxe d'habitation pour 80% de la population et dans les 2 ans à venir, la suppression totale. Pour l'instant, compensée à l'euro près par le transfert de la part départementale du foncier bâti, à cela près que la part départementale du foncier bâti nous concernant est supérieure à ce que nous touchions de taxe d'habitation et qu'il va y avoir malheureusement un coefficient d'écrêtement pour que nous ne touchions pas plus. Voilà. Donc, j'ai dit par ailleurs que nous étions punis d'être de bons élèves puisque la taxe d'habitation à la Farled était une des plus basses du département pour les communes de notre strate. Eh bien, nous n'avons plus la possibilité de la relever et l'État ne nous donnera pas plus que ce que nous percevions. Donc, c'est un petit peu embêtant. C'est un levier que nous n'avons plus non plus, donc on ne peut pas l'augmenter et on est à la merci d'une possibilité qu'aurait l'État de jouer sur ce levier à la baisse dans les années à venir.
mais comme il a fait pour la dotation globale de fonctionnement, hein, c'est une illustration. Espérons que ce ne soit pas le cas. Pour l'anecdote, ce n'est pas une anecdote, mais pour une précision, le département, lui, ne perdra pas, puisque cette part départementale sera compensée par un versement partiel de la TVA. Donc c'est l'État en réalité qui finance cette suppression de taxes d'habitation. Il y a aussi une aide aux entreprises qu'on a pu diagnostiquer, qui est dans le document, avec une baisse des impôts des entreprises, que vous avez dans le détail, notamment CVAE, mais aussi du foncier. Il y a un impact sur le foncier des entreprises. Donc nous allons avoir évidemment une diminution des bases dans ce secteur-là, ce qui va limiter l'effet d'une hausse d'impôts si nous en décidons ainsi à l'issue de ce débat et lors du prochain conseil municipal. Pardon. Il y aura enfin en perspective, en fin d'introduction, une réforme des valeurs locatives en 2026, là qui échappe à la commune, hein, c'est une volonté de l'État, pour plus d'homogénéité en réalité hein, d'une commune à l'autre et d'un secteur à l'autre, mais avec là aussi un nivellement par le haut. Donc les bases, la révision des valeurs locatives sera en réalité une hausse d'impôts pour tous les contribuables de cette taxe foncière bâtie dans le pays en 2026. Alors, toujours de façon plus microscopique, nous arrivons aux orientations budgétaires de la commune, avec le tableau des recettes de fonctionnement. Alors, ces recettes, effectivement, quand on regarde par rapport aux années précédentes, on se demande si on avait vraiment connu une année Covid, mais malheureusement, je vous confirme que oui. Les recettes n'ont pas baissé au total, mais leur maintien a été artificiel, puisque nous avons eu, et c'est d'ailleurs ce que l'on constate dans le tableau que vous voyez, une grosse baisse des recettes de régie, donc toutes celles que nous percevons au restaurant scolaire, à l'accueil de loisirs, à la médiathèque, en raison des fermetures liées au premier confinement. Mais cela a été compensé pour cette année, et pour cette année seulement, on ne peut pas jurer de la suite, par des recettes exceptionnelles, notamment la vente de foncier pour les logements de l'Auvel, les logements sociaux de l'Auvel, ainsi que les taxes additionnelles sur les droits de mutation. Il y a une année qui a été plutôt très favorable à l'immobilier sur la Farled. Donc, la répercussion se fait en termes de droits de mutation pour les caisses de la commune. Cela nous permet de maintenir notre niveau de recettes de fonctionnement. Ça se passe dans les produits exceptionnels, ça, vous le voyez. Ensuite, nous avons les dotations qui se tassent, puisque la dotation globale de fonctionnement, je vous l'ai dit, qui avait énormément baissé les années précédentes, est stable, mais tout de même légèrement à la baisse, donc il y a un tassement. Les dotations sont aussi composées de diverses subventions d'organismes. Et puis nous avons le plus gros chapitre de recettes, qui est celui des impôts et taxes, dans lequel nous trouvons eh bien, évidemment les différents impôts communaux, donc le foncier bâti, le résidu de taxes d'habitation, le foncier non bâti. Nous avons aussi l'attribution de compensation, qui est à hauteur de 3,4 millions dans ce chapitre. Donc vous voyez, c'est quasiment un tiers du budget de fonctionnement. Cette attribution de compensation, en réalité, pour l'histoire, parce qu'il faut quand même comprendre ce qui se cache derrière ce terme, ce n'est pas une recette qui tombe par hasard. Ça s'est joué lors du transfert des bases fiscales de la zone d'entreprise à la communauté de communes de la Vallée du Gapot, au moment de la création des EPCI. La commune, à ce moment-là, avait la chance de percevoir directement ces taxes. C'est pour ça que nous avions cette réputation d'être une commune riche, ce qui n'était pas faux à l'époque. Là, je vous parle des années qui précédaient la création de la CCBG, c'est-à-dire jusqu'à 2001-2002. Bien, maintenant, ce transfert a été opéré, donc les entreprises payent leurs taxes à la communauté de communes, qui vit de ces recettes fiscales, qui sont là, pour la plupart évidemment issues de la Farled dans le canton où nous sommes, et qui va s'en servir pour fonctionner, pour payer les compétences qu'elle gère, et nous rendre une partie de cette somme qu'on appelle attribution de compensation, pour que nous ne soyons pas perdants, puisque les transferts que nous avons opérés à ce moment-là sont excédentaires. Cela veut dire que les entreprises
apporte davantage de recettes fiscales à la communauté de communes qu'elle en a besoin pour vivre. Donc la communauté de communes nous rend ce trop perçu. Il faudra d'ailleurs travailler là-dessus si nous devions changer un jour d'intercommunalité, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, 30% de nos recettes de fonctionnement. On a des leviers qui sont gelés sur lesquels on ne pourra plus jouer à l'avenir, comme la taxe d'habitation. Donc soyons vigilants sur ce qui nous reste. En termes de dépenses de fonctionnement, là vous allez voir, nous avons 3 lignes importantes. Donc en raison du Covid, nous avons tout de même eu, en compensation de notre perte de recettes, une baisse des dépenses. Le chapitre 11, ce sont les charges à caractère général, bien en raison des fermetures des services, en raison de la diminution, de la disparition de certaines manifestations. Nous avons une légère baisse du chapitre 12. Le chapitre 12 sont les frais personnels qui renferment à la fois la rémunération principale, le régime indemnitaire, les heures supplémentaires. On a légèrement diminué. Là encore, eh bien, écoutez, en raison de manifestations et donc d'heures supplémentaires qui ont été non attribuées, mais aussi de départs à la retraite qui n'ont pas tous été remplacés. On note dans les dépenses une augmentation assez nette de la ligne d'atténuation des produits. Eh bien, c'est en raison de la pénalité SRU. Vous savez, cette pénalité que nous payons lorsque la loi SRU n'est pas respectée à hauteur de 25%. Et évidemment que nous n'allons pas avoir 25% de logements sociaux demain, parce qu'il faut du temps pour en faire. Et j'espère d'ailleurs que l'État nous en concédera davantage. Je suis très inquiet sur la vitesse et l'exigence de l'État à ce sujet-là. Nous en parlerons à d'autres occasions. Nous sommes aujourd'hui à 11% de logements sociaux. En 2008, nous étions à un petit peu moins de 3%. Voilà. Donc, pour vous dire que la Farled a tout de même été soucieuse de préserver les finances de la commune, tout en étant soucieuse, et là je tire mon chapeau à Raymond et aux anciens membres de l'équipe, soucieuse de bien répartir ces logements sociaux, de veiller à une mixité sociale, de veiller à leur bonne intégration dans le paysage farlédois. Je ne pense pas qu'on ait à se plaindre à ce niveau-là. Et je me tourne aussi vers Virginie, qui a fait un gros travail avec Raymond sur l'attribution de ces logements le plus possible aux personnes de la commune. Alors ce n'est pas parce que les Farlédois sont meilleurs que les autres, c'est parce que ça a du sens d'habiter là où on a grandi, là où on travaille, là où on a sa propre famille. On est en général plus heureux d'y vivre, on contribue à la vie des commerces, à celle des associations. Donc là aussi, j'espère qu'à un moment donné, l'État, au lieu de nous enlever des moyens de favoriser ces attributions, va au contraire nous les rendre. Parce que les dernières lois, notamment la loi Elan, Virginie ne démentira pas, vont plutôt dans le sens contraire. Dans cette atténuation de produits qui est en augmentation, il y a aussi le fonds dont je vous parlais tout à l'heure, le fonds de péréquation, qui se monte à hauteur de 170 000 €. Voilà. Et qui va en direction des communes moins aisées. On jette ensuite un coup d'œil rapide, avant d'y revenir, sur la dette qui est en cours d'extinction. Cette dette était finalement formée de 3 lignes. La première, une somme de 2 500 000 € contractée il y a une quinzaine d'années et qui va arriver à échéance dans 2 ans. Une autre pour le stade d'1 500 000 € qui arrivera à échéance en 2028, si ma mémoire est bonne. Et puis une ligne de trésorerie qui avait été contractée il y a 4 ou 5 ans. Donc on verra le détail de cela plus tard. Chaque année, évidemment, on rembourse une partie du capital, on paye des intérêts qui sont de plus en plus petits, ce qui augmente notre capacité d'endettement et qui va nous permettre d'activer ce levier pour payer nos futurs grands projets. On a un chapitre sur les subventions aux associations. La communauté de communes, d'ailleurs, demain, va voter ces subventions aux associations. Ils ont un petit peu d'avance, la communauté de communes, puisqu'ils ont déjà fait le débat d'orientation budgétaire. Donc, on va voter le budget dès demain.
Et comme la communauté de communes et les communes du secteur, bien nos élus référents vont avoir beaucoup de travail. Mais je salue d'ailleurs Sandrine Assier-Boucher, M. Alain Gates, qui l'an dernier ont beaucoup travaillé au contact des associations, avec le double objectif de leur permettre de survivre à la crise, de maintenir le contact également, et puis de ne pas dépenser non plus de l'argent public, bien lorsqu'il n'y a pas de manifestation en vis-à-vis. Donc c'est un travail de fourmi, puisqu'il faut rencontrer chacune des associations. Cette année sera encore une année particulière, on le sait, hein, puisqu'on a neutralisé déjà les 3 premiers mois de l'année en termes de vie associative. Il n'est pas dit que les suivants soient tout de suite remis dans la normalité. On aura peut-être des périodes transitoires. On souhaite tous que la vie associative et les manifestations redémarrent. Nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin du contact, de l'animation, qui avons besoin vraiment de se retrouver, de faire la fête. Et il y a des secteurs en souffrance. Alors là, on parle des associations. Il n'y a pas toujours un enjeu salarial. Il y a parfois des salariés dans les associations, mais je pense aussi à tous les professionnels hein, du spectacle. Et ça touche aussi les commerces qui sont afférents à ces manifestations, en particulier les commerces de bouche, l'hôtellerie, etc., etc. Donc ce travail, eh bien, il va être mené jusqu'à l'élaboration du budget. Je vous souhaite bon courage, hein, parce que ce n'est pas évident, mais comme vous l'aviez souligné l'an dernier, les associations ont été sincères, elles le seront encore. Elles seront de bonne foi et elles iront dans le sens de l'intérêt général. Vous avez dans ce chapitre une autre partie, il n'y a pas que les subventions aux associations, il y a la subvention pour les logements sociaux. Alors ça, c'est intéressant de s'y arrêter une minute. Cette subvention, en réalité, est versée aux bailleurs sociaux qui ont des projets de construction pour leur permettre d'avoir une facilité de trésorerie pour démarrer le projet, pour nous permettre aussi d'avoir un petit peu plus d'exigence, ça peut être sur l'architecture, ça peut être sur les attributions également de leur contingent d'affectation. Et le gros avantage, c'est que c'est déductible de la pénalité SRU que vous avez constaté plus haut. Donc finalement, c'est une avance de frais que nous faisons, mais qui ne coûtera rien à la commune à N+1 ou à N+2, puisque nous la récupérons en déduction de la loi SRU. Et avec les cautions que nous avons, les subventions que nous avons déjà versées, nous sommes assurés en 2022, pardon, et en 2021-2022, puisque là on parle de l'année 2020, de ne pas payer cette pénalité SRU grâce à cette avance de subvention. Alors ensuite, nous allons passer au volet ressources humaines, qui là aussi est très très intéressant, parce que ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement de la collectivité. On fait référence tout de suite à un travail là aussi remarquable qui a été fait avec les lignes de gestion qui ont été arrêtées en décembre 2020 et qui font état là aussi des facteurs prévisionnels de dépenses du personnel. Donc, vous allez constater, alors prenez votre document de rapport budgétaire, vous passez aux dépenses de personnel. Vous avez ce qu'on appelle le GVT, à ne pas confondre avec le TGV. Le GVT, c'est le glissement vieillesse et technicité. Mais le personnel, au fur et à mesure qu'il avance, progresse en rémunération. Il y a des progressions automatiques, il y a des progressions qui sont accélérées selon les performances de l'agent et le jugement de la hiérarchie. Ça, on le verra plus tard. Il y a, vous pouvez le constater, une double stratégie d'assurance concernant les absences, avec une assurance contractée pour les congés longs, les congés de maladie longs, et en revanche, une auto-assurance, c'est-à-dire pas d'assurance, en fait, on met un fonds de côté chaque année, pour se substituer aux congés classiques, c'est-à-dire les maladies ordinaires et la maternité. Alors avec les assurances, on n'est jamais gagnant. Il est évident qu'une assurance a besoin de dégager des marges pour son fonctionnement. Donc quand on dit qu'on contracte une marge pour des congés longs, ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour avoir une régularité dans les coûts. Parce que si vous ne assurez pas votre voiture, alors vous seriez hors la loi, parce que c'est une obligation, mais si c'était facultatif,
bien pendant 10 ans, vous seriez content de ne pas vous être assuré, puis le jour où il arrive un accident grave, ben, vous n'aurez pas de quoi le payer. C'est un petit peu la même chose. On préfère payer chaque année une somme régulière et être couvert en cas de coup dur. Il y a aussi comme élément détecté dans les lignes de gestion la prime de précarité, on est toujours dans le contexte, hein. Cette prime de précarité qui existait jusqu'à présent dans le privé et qui a été introduite dans le public, sauf pour les emplois saisonniers. Donc ça consiste à verser 10% de la rémunération en fin de CDD, de la rémunération totale de l'agent qui aura travaillé sur la période en question. On parle aussi du RIFSEP. Le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire qui a été instauré pour englober l'ensemble des primes, des indemnités. C'était un peu l'usine à gaz dans les collectivités, donc ça a permis de faire le tri et de regrouper tout cela, évidemment avec une exigence de ne pas faire perdre de pouvoir d'achat au personnel. Cette RIFSEP se compose de 2 éléments. L'IFSE, qui est l'indemnité forfaitaire de suggestion et d'expertise, qui est la partie fixe que chaque année l'agent va toucher. On va probablement vous proposer de mettre au budget d'ailleurs une augmentation de cette IFSE pour les bas salaires. C'est ce qui avait été déterminé dans ce travail et pour lequel je donne mon aval, évidemment. On le verra, ça apparaîtra dans le budget du 13 avril. Et puis il y a une part variable qui est intéressante aussi, CIA, qui sera à définir et qui dépendra des résultats des entretiens professionnels qui seront menés chaque année et qui détermineront au mérite les agents qui toucheront cette CIA et dans quelle mesure, puisque c'est une part variable. Donc c'est un outil de gestion dynamique et de management. Il y a aussi le PPCR, là, qui est une volonté nationale, c'est le plan de revalorisation des carrières des fonctionnaires, avec une augmentation du point d'indice qui va entraîner une augmentation de la rémunération globale. Et puis la provision pour risque dont je vous parlais tout à l'heure, à hauteur de 0,7%. Voilà, vous voyez que dans ces mesures, il y a déjà quand même des augmentations. Le GVT, la RIFSEP, l'instauration de la prime de précarité. Donc ce chapitre 12, il n'est pas facile de le maîtriser chaque année. C'est pourtant nécessaire, on va le voir si on veut maintenir un autofinancement suffisant pour mener à bien nos projets. On n'aura pas que l'emprunt, on aura aussi l'autofinancement pour les financer. Donc là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut se creuser la tête, il ne faut pas se tromper dans les recrutements. Il faut recruter quand c'est nécessaire, quand il y a des remplacements de personnes qui partent à la retraite. Il ne faut pas faire les mauvais choix et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous trouvez ensuite un bilan social avec des statistiques du personnel par catégorie, le nombre de cadres A, B, C, les titulaires, les contractuels, le nombre de départs à la retraite. Cette année, il y en a 3. On a eu une mutation, 3 stagiarisations, et puis des arrivées qui avaient été déterminées selon des besoins identifiés à l'environnement, au CCAS, à l'informatique, à la direction des services techniques, et puis à l'étude pour la culture. On a ensuite un petit passage sur les heures supplémentaires. Donc il y a un volant d'heures supplémentaires globalisé qui, lui, est fortement dépendant aussi des années électorales. Là, on va avoir 2 années électorales fournies. Cette année, alors même si un report devait encore être prononcé pour les élections régionales et départementales de juin à l'automne, nous aurons obligatoirement 2 tours. Il n'y aura pas d'élection à un tour, donc double élection à 2 tours. Donc évidemment, le personnel sera mobilisé un dimanche, 2 dimanches. En 2022, ça ne sera pas une économie non plus, puisqu'il y aura les législatives et les présidentielles. Donc les heures supplémentaires, c'est aussi parfois pour couvrir des manifestations municipales hors heures de travail. Je salue Madame Vaillant qui nous rejoint, qui travaille jusqu'à tard. Je vous remercie de faire l'effort tout de même de venir. Dans la dernière partie du document, on parle de l'investissement. Avec, vous allez voir, une répartition, un camembert, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un coulommiers si vous voulez. Donc la plus grosse partie, vous voyez en bleu clair, ce sont les voiries. Chaque année, et Robert Berthier en sait quelque chose,
la commune doit dépenser de l'argent pour maintenir ces voiries. Ça coûte beaucoup. 44% du budget d'investissement. Nous avons les bâtiments communaux, essentiellement avec nos écoles vieillissantes, que vous voyez apparaître en rouge, le 3e poste de dépenses. Et nous avons la 2e plus grosse partie qui est en fuchsia, on va dire, en haut à gauche, là qui concerne un achat de terrain pour l'écoquartier. Voilà, là c'est une portion qui est assez irrégulière. Cette année, il y a eu un achat de foncier, donc c'est la raison pour laquelle ça prend davantage d'importance. Habituellement, les bâtiments communaux arrivent en numéro 2. Donc ces investissements sont faits pour assurer l'entretien, on l'a dit, des voiries, du bâti, les fortes dépenses qui ne sont pas les dépenses récurrentes d'entretien et du travail courant des services. Et c'est cet investissement aussi qui va financer nos 3 projets structurants que nous avons retenus de notre programme, qui pèseront pour environ 17 millions d'euros tout de même, dont 11 pour le seul groupe scolaire. Un groupe scolaire pour lequel il faudra faire un choix définitif sur l'emplacement. Je sais que le comité de pilotage y avait déjà réfléchi. On partira sur les bases de cette réflexion et nous déciderons du lieu le plus approprié pour ce futur groupe scolaire très rapidement, puisque l'objectif est tout de même maintenant de rendre ce service à la population avant que l'école Jean Solin soit trop abîmée et avant que nous soyons obligés de faire systématiquement appel à des bâtiments mobiles. En ce qui concerne l'investissement, eh bien, une partie évidemment est issue de notre capacité à dégager de l'autofinancement, donc à faire des économies sur le fonctionnement. Plus on a d'écart positif entre les recettes de fonctionnement et les dépenses, plus on va pouvoir profiter de cet argent en investissement. Il dépendra aussi de notre capacité à trouver des financements. Là aussi, il faudra avoir de l'imagination parce que si les communes sont en difficulté, eh bien, les structures supracommunales souffrent aussi. J'écoutais des présidents de région hier, après une année Covid où ils ont fait beaucoup d'efforts. Les régions ont fait beaucoup d'efforts pour aider les entreprises et les relancer, acheter des masques, acheter beaucoup de matériel. Eh bien, on se rend compte que là aussi, les caisses ont été très impactées. Donc, aller rechercher des financements, ça ne sera pas quelque chose d'aisé, mais nous ferons le maximum pour en obtenir. Et puis, évidemment, l'autre levier pour dégager des marges concernant l'investissement, eh bien, c'est la capacité à emprunter qui est liée à la capacité de désendettement. On l'a vu tout à l'heure. Il y a un indice qui était très, très intéressant, c'est le nombre d'années nécessaires au remboursement de la dette par rapport à l'autofinancement, qui est actuellement d'une demi-année, me semble, Lilian. Et sachant que les communes de notre strate sont dans une situation moyenne de 4 ans et demi et viennent de passer en 2020 à 5 ans et demi moyenne de remboursement. Donc on a une vraie marge de manœuvre là qui va nous permettre, sans aller dans les limites de l'endettement, de pouvoir dégager des fonds qui nous permettront de faire sortir de terre nos projets qui sont des projets identifiés pour répondre aux besoins de la population. Donc le groupe scolaire, la fin du projet de la centralité et la salle des fêtes. Et puis évidemment, en investissement, il y aura encore chaque année des travaux de voirie et l'amélioration de certains secteurs autant que nous pourrons. Voilà pour le rapport d'orientation budgétaire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je remercie encore Lilian pour ce travail très exhaustif. Il y a quelques années, ça fait 13 ans que je suis là avec certains élus. Croyez-moi, ce rapport d'orientation budgétaire ne correspondait pas du tout à cela. Il était assez spartiate. Ça n'empêchait pas le débat, mais ça permet à chacun d'avoir des éléments de discussion beaucoup plus intéressants. On ne parle pas dans le vide. Là, on a vraiment une belle photographie de la commune. Vous en saisissez les enjeux, la structure et la cohérence que nous devons avoir pour mener à bien notre programme. Ce rapport étant présenté, je demande à Jacques s'il a un complément d'information
à apporter? Non, je pense que de toute façon, en ce qui concerne le financement, on a bien vu là que sur le budget de fonctionnement, il s'agit de faire aussi des économies. Et on a déjà contacté l'ensemble des services avec les élus. Et donc, on s'est aperçu que justement, on a ce souci d'économie et qu'on va continuer. Et puis, je crois que ça nous permettra aussi d'engager les projets structurants. Merci Jacques. Bah, écoutez, je laisse place au débat, c'est-à-dire à vos remarques, à vos questions. Et suite à ce débat, bien, nous envisagerons le travail sur le budget avec ces orientations. Est-ce que tout le monde a une vision assez claire de la situation, de la dégradation des conditions financières auxquelles sont confrontées les communes, et avec un effet de ciseau aux exigences grandissantes de la population, qui veut évidemment toujours mieux, et c'est bien légitime, en termes d'environnement, en termes d'accueil scolaire notamment, ce qui nous concerne. Voilà, si vous avez conscience de cela, mais écoutez, vous avez conscience que notre travail va être difficile, mais passionnant, et nous ferons tout pour maintenir nos capacités d'autofinancement pour financer ces projets. Donc si vous n'avez pas de questions... Faire un petit commentaire, en tout cas. Vous remercier tout d'abord pour cette synthèse. Hein. Ça ne vous étonnera pas. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu de référence au plan d'orientation stratégique dans ce document, dans ce rapport. Mais l'important a été dit. Je constate que vous avez fait expressément référence aussi dans ce rapport aux lignes directrices de gestion. J'y suis très attaché. Vous avez même insisté dans vos propos sur ce point et je vous en remercie. Bien sûr, je serai vigilant quant à la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures, notamment celles qui ont été arrêtés en matière de politique salariale des agents de la municipalité. Vous m'avez rassuré, puisque vous avez parlé à la fois d'IFSE et d'augmentation dans l'enveloppe de l'IFSE pour les bas salaires. Vous avez également parlé de CIA. Donc aujourd'hui, vous m'avez rassuré et je sais que je peux compter sur vous. Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Gates, j'ai beaucoup de respect pour vous et le travail que vous avez fait dans ces lignes de gestion. Bon, bien évidemment, sur l'organigramme, on en avait déjà discuté, j'ai quelques différences à faire valoir, j'en parlerai le moment venu, mais sur la façon de conduire ce travail, je reconnais la qualité du travail et la logique qui est retenue en termes de mérite, notamment de reconnaissance du mérite, de cohérence avec la mise en place de fiches de poste, d'entretien d'évaluation, de remontée hiérarchique, tout ça pour aboutir à une rémunération en partie au mérite, puisque il y a une partie qui sera évidemment conservée de façon fixe. Il n'y a pas d'autres questions? Alors nous allons passer au vote de ce ROB. Ou prendre acte, comme vous voulez. Bon, nous prenons acte de ce ROB alors. C'est vrai qu'on ne le vote pas. Alors, j'ai beaucoup parlé, je vais céder la parole à mon adjointe à la vie locale, associative, les festivités, les commerces, avec une convention sur l'occupation du domaine public. Bon, je vais être plus brève et rapide. Donc, il y a simplement 2 modifications sur cette convention de type d'occupation de domaine public entre une commune et un organisateur, association ou société pour une manifestation à vocation commerciale sur le domaine public communal.
Donc, je vais vous faire juste un petit historique, à savoir qu'une délibération donc, du 19 avril 2011 avait été votée avec un tarif de 18,50 € de journée. Donc, c'était un montant forfaitaire sans référence au mètre linéaire, ce qui correspondait en fait à 37 € sur les 2 jours, puisque les manifestations actuelles, c'est souvent porté sur 2 jours. En 2016, une délibération donc, avait été votée également, donc pour passer en fait sur un mètre linéaire, mais forfaitaire, on va dire. C'est-à-dire que c'était à 10 € la journée de 1 mètre à 5 mètres linéaires et à 20 € pour les 2 jours, pour les stands qui étaient supérieurs à 5. Et ensuite, il y avait un petit supplément de 1 € supplémentaire par mètre linéaire et demi-journée. Donc, il a été décidé de garder bien sûr le même objectif, un tarif attractif pour continuer à dynamiser notre centre-ville, puisque c'est la politique de notre municipalité, bien sûr. D'avoir un peu plus d'équité. Donc, on s'est basé un petit peu sur les communes environnantes de chez nous. Et on s'est rendu compte, en fait, pour que ça soit un peu plus équitable, de remettre le mètre linéaire, mais par contre, vraiment au mètre linéaire. C'est-à-dire favoriser les petits artisans. Généralement, les artisans ont 3 mètres linéaires. Donc, c'est vrai qu'on trouvait un petit peu dommage et pas équitable vis-à-vis des plus grandes de 5 mètres qui payent le même prix. Donc, du coup, on a pensé donc à vous proposer donc 1,10 € le mètre linéaire la demi-journée, ce qui fait 2,20 € le mètre linéaire pour la journée. Donc, sur nos manifestations qu'on a actuellement, ça représente 4,40 € le mètre linéaire sur les 2 jours. Donc, bien sûr, on a travaillé avec les organisateurs. On n'a pas tout fait ça tout seul. Et ensuite, la deuxième modification, c'était un peu pour s'aligner pour la transparence en fait et les modifications réglementaires, c'est qu'auparavant, les organisateurs en fait encaissaient le droit des places des artisans et ensuite c'est l'organisateur qui redonnait cet argent en fait aux services financiers. Donc, pour plus de transparence, on a décidé de mettre en place en fait que l'organisateur il va faire un état descriptif des exposants qui sera encore en avis signé par la police municipale, bien sûr, de tous les emplacements qui seront mis avec... Bon, il y a tout un tableau, je ne sais pas si vous l'avez vu en annexe, un état descriptif des exposants, qui est très bien fait d'ailleurs. Et j'en remercie le service d'avoir fait ce travail-là. Et donc, à ce moment-là, ça sera les artisans qui vont payer directement, sous forme d'un titre, en fait, le service financier. Ce ne sera plus le service, plus l'organisateur, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Donc, en fait, on a fait ces 2 petites modifications. Voilà. C'est tout. Si vous avez des questions. Merci Sandrine. C'est délicat, évidemment. On ne peut pas mettre des tarifs très élevés, sinon nous allons dissuader les forains de se déplacer. On a voulu donner un petit coup de pouce au marché hebdomadaire, qui paye un petit peu moins cher que les foires, même si c'est symbolique. Donc je remercie Sandrine pour ce travail et les services, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 12. Alors là, c'est une année, évidemment, qui a été néfaste pour les manifestations, nous le disions, et là, en l'occurrence, pour une manifestation caritative avec le Téléthon qui n'a pas pu se dérouler dans les conditions habituelles, c'est regrettable. Nous avions connu localement une situation similaire à celle-ci, mais pour des raisons vraiment très locales, comme je viens de le dire, avec la fermeture de notre gymnase qui avait un défaut de conception. Et en 2011, nous n'avions pas pu faire la manifestation du Téléthon. Et nous avions décidé à l'époque, pour ne pas priver l'association française contre l'homéopathie, l'AFM, de notre participation et de ne pas priver les Farlédois de la fierté d'être solidaires. Nous avions décidé de verser une subvention. Mais écoutez, c'est également ce que nous avons décidé pour cette année. Donc je vous propose de verser une subvention de 3 000 € à l'AFM dans le cadre du Téléthon de 2020, en espérant bien évidemment qu'en 2021, non seulement pour obtenir davantage de recettes, mais encore, comme je vous le disais tout à l'heure, pour vivre des moments de convivialité, parce que le Téléthon, c'est aussi ça, c'est la rencontre des gens, la solidarité, la rencontre des gens valides, des gens malades,
On crée des liens, on se rend compte que ces choses ont du sens. Donc bien évidemment, j'espère qu'en fin d'année, nous pourrons, et grâce à la vaccination notamment, bien vivre un nouveau Téléthon dans des conditions normales. Donc pour cette subvention, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, alors là, ça fait partie de la vie des communes. De temps en temps, on a quelques dégâts qui sont causés parfois par un véhicule, parfois par la nature elle-même. Là, ça se passe au cimetière de la Farlède. Donc, Monsieur Bottero nous a signifié le 17 février 2020, par courrier, que son tombeau avait subi une déformation, le tombeau familial. Et ce rapport met en cause une racine d'un poivrier qui jouxte le tombeau. Donc, bien évidemment, les services techniques sont allés constater les dommages sur place et ont confirmé le lien de causalité entre les racines de l'arbre et le tombeau. Ce qui nous demande d'ailleurs, et Robert en est conscient, de vérifier le reste des arbres qui bordent ces tombeaux pour éviter que l'incident ne se reproduise, en espérant que ce ne soit pas déjà trop tard sur certains. Voilà, donc il y aura peut-être encore malheureusement quelques dégâts à réparer, mais écoutez, il faudra l'assumer, ça fait partie des impondérables, hein, comme on dit. Et on essaiera d'anticiper sur les secteurs où les dégâts n'ont pas encore eu lieu, évidemment. Donc le devis, le moins 10 ans, parmi les devis reçus, c'est l'entreprise Funérale à hauteur de 743 €, une entreprise de la Seine-sur-Mer. Considérant qu'au regard des informations contenues dans le rapport établi par les services techniques de la commune, la responsabilité de la commune est engagée, considérant que le montant des réparations est inférieur au montant de la franchise de l'assurance responsabilité civile de la commune, ça aurait été stupide de payer plus de franchise que le montant des dégâts, eh bien, je vous propose de rembourser à M. Bottero la somme de 743 € correspondant à la valeur des réparations du dommage subi. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez toutes les annexes pour illustrer la délibération. Ensuite, alors vous voyez tous ce superbe trompe-l'œil qui a été réalisé il y a une dizaine d'années maintenant, à côté du bar de la place, derrière la petite fontaine, qui avait été fait pour embellir le pignon d'un immeuble qui en réalité dépareillé depuis la réfection de la place, parce que j'avais réfléchi pourquoi nous avions fait ce trompe-l'œil à cet endroit-là, ce qui était une excellente idée qui a donné un très beau résultat. C'est parce que nous avions, et Raymond Abrine avait été d'ailleurs là-dessus le décideur, refait la place de la Liberté. Alors, on se rappelle pas forcément toujours de ce qu'il y avait avant, mais avant il y avait une place ouverte au stationnement avec des voitures ventouses. Il y avait 4 ou 5 revêtements différents, du goudron, du béton, des dalles. Vous aviez des trottoirs en très mauvais état. Et puis, évidemment, après réflexion, cette place est devenue une très belle place provençale. Et puis, nous avions ce pignon qui, lui, du coup, qui jusque-là était très assorti à l'ancienne place, était devenu un peu choquant. Donc, le propriétaire avait donné à l'époque son accord verbal pour le faire. Et nous avons aujourd'hui un nouveau propriétaire pour cette maison. Et donc, il est d'accord pour régulariser la situation, vous le voyez sur la délibération, à l'euro symbolique, non recouvrable d'ailleurs. Donc, c'est juste une régularisation pour pouvoir rester dans le cadre légal. Alors, il y a des détails, vous allez voir sur la délibération que la servitude porte sur 3 cm d'épaisseur, etc., etc. Bon, l'idée, c'était de pouvoir pérenniser ce trompe-l'œil et de ne pas en perdre l'usage, de ne pas être en contentieux avec d'éventuels propriétaires ultérieurs. Je vous demande donc d'accepter la création de cette servitude d'ancrage sur la parcelle cadastrée section AA 156, appartement à la SCI La Fontaine, consenti, comme je vous le disais, à l'euro symbolique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
L'arbre, ouais. Alors, nous avons eu un épisode malheureux. Là aussi, ça fait partie de la vie des communes. Malheureux, mais pas grave en soi. Il y a une commune voisine sur les Soucas qui avait connu quelque chose de très dramatique en 2014. On suit de près, hein, d'ailleurs, chaque année, avec l'expertise de chaque platane, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont touchés par le fameux champignon. Et bien là, nous avons eu, suite à l'expertise, une mauvaise nouvelle concernant le deuxième platane. Lorsque vous êtes dos au bar de la place, le deuxième platane à droite, qui est devant le cabinet d'architecte, qui était devant le cabinet d'architecte. Et j'ai dû, à contre-cœur, prendre la décision de le faire abattre pour éviter évidemment qu'un accident humain puisse se produire. Alors c'est regrettable. Nous allons le remplacer par un arbre de taille évidemment plus modeste, mais tout de même non négligeable. On ne part pas sur une simple tige. On aura un arbre qui fera plusieurs mètres de haut et qui prendra son temps, hein, évidemment, pour devenir l'égal des autres. Voilà, donc autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a 2 ou 3 autres qui ne sont pas non plus très très en forme. Donc on va voir s'il y a des mesures qui nous permettent de les préserver plus longtemps, hein. On a vu ça avec les espaces verts. On pense notamment aux jardinières. Est-ce que ce sont les jardinières qui ne les ont pas un petit peu étouffées, ou est-ce que c'est tout simplement ce champignon qui fait des ravages, un peu comme le charançon fait des ravages chez les palmiers. Donc on suit ça de près, on remplacera évidemment le sujet par un autre sujet. Alors, je vais laisser la parole à Jacques Even pour la délibération numéro 15 avec une suppression des ZAC sur la zone d'activité. Alors, pour ce faire, je vous invite à prendre connaissance à la page 32 du plan, justement, des différentes zones d'aménagement concertées dont fait l'objet, effectivement, cette disposition. Alors, vous voyez en vert, il s'agit effectivement de la ZAC Toulon-Est, extension Nord 1, qui a été créée le 2 janvier 1976 et qui est la plus ancienne. En bleu, un petit peu au-dessus, vous avez la ZAC Toulon-Est, extension Nord 2, qui avait été créée 10 ans après, le 13 novembre 1986. Et vous avez enfin, en rose, complètement en haut, la ZAC Toulon-Est, extension Nord 3, qui avait été créée, elle, le 26 décembre 1991. Alors, effectivement, concernant cette suppression des ZAC dites Toulon-Est, extension Nord 1, Nord 2, Nord 3, sur le territoire communal, cette disposition va nous permettre de rétablir la taxe d'aménagement sur l'ensemble de ce secteur. Donc, c'est pour le financier que je suis une bonne nouvelle. Il faut savoir, alors la quatrième, hein, j'en parle quand même parce qu'elle est beaucoup plus récente, la quatrième que vous avez en marron, c'est la ZAC extension Nord 4 qui a été créée le 31 août 2004 et qui n'est pas encore terminée, donc ne fait pas l'objet du présent rapport. Alors il faut savoir que l'ensemble des équipements publics, d'infrastructures et de superstructures de ces 3 premières zones ont été réalisés et que ces équipements ont été cédés à la commune. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'intégrer les différents périmètres qui sont concernés dans le droit commun en procédant à la suppression de ces 3 ZAC de Toulon-Est, conformément à l'article R 311-12 du Code de l'urbanisme. Cette décision, comme je l'expliquais précédemment, nous permettra le rétablissement de la taxe d'aménagement sur ce secteur. Donc, je demande au conseil municipal d'approuver la suppression des ZAC dites de Toulon-Est, extension Nord 1, Nord 2 et Nord 3. Et de dire que si certaines dispositions des cahiers des charges des cessions de terrain continuaient à s'appliquer, la commune pourrait ne pas les mettre en œuvre du fait de leur ancienneté. Voilà. Je vous remercie, M. Even. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors nous passons à la délibération numéro 16, qui est une des conséquences de l'instauration de la loi NOTRe avec des transferts de compétences entre communes et EPCI.
Là, ça concerne l'eau et l'assainissement, comme vous le savez, depuis le 1er janvier de l'année 2020, c'est la CCVG qui possède cette compétence, mais comme pour beaucoup de transferts depuis quelques années, nous devons, nous les communes, rester à leur côté pour les aider à mener à bien cette compétence. Donc là, nous allons préciser dans la convention eh bien, la permanence des moyens mis à leur disposition, ainsi que le supplément de travail de nos agents qui restent communaux, puisque nous avons transféré un agent, mais il y en a d'autres qui restent des employés communaux et qui, pour une partie de leur emploi du temps, même si c'est parfois assez anecdotique, d'autres fois un petit peu plus substantiel, eh bien, travaillent pour mener à bien cette compétence au profit de la communauté de communes. Donc cette convention permet notamment de se faire rembourser ce volume de travail de nos agents municipaux à hauteur de 18 000 € par an, en l'occurrence, et de pérenniser le transfert de l'agent en question qui s'était produit l'année précédente. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 17. Alors, c'est une délibération récurrente, vous le verrez. Ça concerne la mise à disposition d'une partie des locaux du centre technique communal au profit de la communauté de communes de la vallée du Gapeau, justement, pour entreposer ces camions de ramassage d'ordures ménagères. Et en contrepartie de cette mise à disposition, eh bien, la communauté de communes nous verse un loyer. Donc, vous l'avez constaté, jusqu'à présent, c'était 65 000 € TTC. Et nous allons le réévaluer à 67 422 € TTC pour l'année 2021. C'est une réactualisation selon l'indice IRL à la base 2020, qui nous permet de... C'est pas fait de façon arbitraire, on suit un indice officiel. Ça permet de maintenir tout de même les revenus de la commune. C'est important d'être vigilant là-dessus, puisque évidemment, avec l'érosion et l'inflation, si vous ne réévaluez pas, réactualisez pas régulièrement vos loyers, eh bien, ils représentent une part de plus en plus petite dans vos revenus. Voilà, donc pour ce renouvellement de convention sur la base de la réactualisation du loyer, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, nous avons une bonne nouvelle. C'est une convention de mutualisation, toujours avec la communauté de communes. Ça a du bon aussi, les EPCI, même si quelquefois on est un peu amer sur les transferts de certaines compétences. Là, nous pouvons mutualiser un logiciel, notamment pour les instructions en urbanisme, les autorisations urbanistiques. Et cette mutualisation va permettre à la mairie de La Farlède, sans changer son logiciel qu'elle utilisait déjà, d'économiser 13 000 € sur 3 ans. Donc c'est une excellente nouvelle. Et ça ne change en rien notre fonctionnement. Ça n'est en rien une perte de compétences. Bon, si ça peut vous rassurer concernant l'urbanisme, nous restons maîtres de cette compétence. C'est juste une mutualisation de coûts. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à une autre de mes adjointes, Virginie Corporandi-Vialon, pour une délibération que nous avons déjà votée dans le cadre de la communauté de communes pour les élus intercommunaux ou communautaires, on peut dire les deux, lors du précédent conseil, et nous allons la voter à présent au niveau communal. Virginie, c'est à toi. Oui, donc il s'agit de la convention territoriale globale. Elle nous a été présentée lors de la commission sociale SIAS de la CCVG, donc c'était le 19 novembre 2020. Cette convention va remplacer progressivement le contrat enfance-jeunesse
qui est donc un contrat d'objectifs et de cofinancement qui est signé pour 4 ans entre la CAF et la commune. Sa finalité est de poursuivre et d'optimiser la politique de développement, donc en matière d'accueil des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. La convention territoriale globale donc a un nouveau dispositif. C'est une convention donc de partenariat qui va renforcer l'efficacité et la coordination des actions en direction des habitants d'un même territoire. Elle a pour ambition de simplifier les partenariats en décloisonnant les actions afin d'avoir une vision de l'offre globale tout en évitant les doublons d'intervention. Le principe est donc de favoriser le développement et l'amélioration de l'offre par une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions et permettre d'adopter une réponse adaptée aux besoins des usagers. La convention territoriale globale donc englobe 9 thématiques qui vont de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse pour tout ce qui est périscolaire, également le soutien à la parentalité, le handicap et la prévention de santé, le logement et le cadre de vie, l'animation à la vie sociale, l'accès aux droits et inclusion numérique, l'insertion et l'emploi, et également la politique de la ville. Elle s'appuie donc sur un diagnostic partagé en tant donc ressources et besoins avec différents partenaires et institutions du territoire pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté pour une plus grande efficacité et complémentarité d'intervention. Elle est formalisée donc par la signature entre la CAF et donc dans ce cas-là l'intercommunalité, donc la CCVG, pour une durée de 4 ans. Et elle est pilotée par un chargé de coordination territoriale. C'est un poste financé en partie par la CAF et dont la mission donc est la mise en lien des partenaires et des institutions dans les différents champs que je vous ai énoncés. Le comité de pilotage est prévu donc pour le suivi de l'évaluation des actions mises en œuvre. Et les objectifs de cette coordination sont de mieux cerner les problèmes et les attentes des usagers sur, donc, comme je vous disais, un territoire intercommunal, d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions mises en œuvre et de favoriser la mise en place d'actions transversales. Les principales étapes, puisque ça va se construire en étapes, il faut savoir que donc le CEJ se termine pas, n'a pas débuté en même temps dans toutes les communes, donc il ne va pas se terminer en même temps. Nous, en ce qui nous concerne, la CTG débutera en 2023. Donc, il y aura d'abord un état des lieux, un diagnostic donc sur l'existant à l'échelle intercommunale. Après, il faudra faire émerger donc les éventuels doublons, définir les orientations politiques et les choix de développement au regard de l'offre existante sur l'ensemble du territoire intercommunal, définir un plan d'action, prioriser des actions à mener, identifier les territoires prioritaires. Et enfin, une rédaction des fiches d'action par thématique. Donc, je profite, monsieur le maire, si vous permettez. On va parler également de la maison France Service qui a ouvert ses portes à Solliès-Pont. Donc, depuis le 1er janvier 2021. Donc, pour vous la situer, elle se trouve juste avant le château sur votre droite, à côté du CCAS. Et elle est ouverte donc pour tous les administrés de la CCVG. Et elle regroupe. Donc, c'est une structure qui combine accueil physique et accompagnement numérique et qui regroupe donc en un même lieu plusieurs services. Donc, elle a pour objectif de permettre à l'ensemble des habitants d'accéder à un service de proximité et de bénéficier d'un accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne, que ce soit l'emploi, la retraite, la famille, le social, la santé, le logement, l'énergie, les services postaux et un accès aux droits également. Ces maisons donc, de services au public sont animées par des agents médiateurs qui assurent un accompagnement administratif de premier niveau. Voilà, donc les permanences suivantes y sont assurées. Donc, il y a un défenseur des droits, il y a la mission locale, les services de la CPAM, la MNT, l'entraide sociale du Var, Veolia, C10, donc pour le suivi du RSA, le CIDFF, l'association d'aide aux victimes d'infractions du Var, le plan local pour l'insertion et l'emploi, Cap Emploi, Finances publiques et la LVP, donc la Ligue varoise de prévention. Et puisque j'en profite également, une troisième petite chose, on a un centre médico-social du département qui a ouvert ses portes à la Farlède.
depuis, je crois, le mois de novembre 2020. Donc, pareil, il est ouvert à tous les administrés de la communauté des communes. Il se trouve là, juste à côté, au bout de la rue Xavier Messina. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Donc, ce centre médico-social remplace celui qui était auparavant à Soliès-Pont. Il y avait eu un incendie il y a quelque temps déjà. Voilà, donc le département a racheté un local à la Farlède et s'y est installé. Et il regroupe donc du personnel social et médico-social. Et il assure les missions donc, de prévention, de protection de l'enfance, de consultation de nourrissons et de solidarité. C'est tout ce qui concerne donc l'aide aux personnes allocataires du RSA. Voilà, je pense que j'ai terminé en ce qui me concerne. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci, madame Vialon-Corporandi, pour les précisions que vous nous avez apportées sur cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous demande donc par le vote d'approuver les termes de cette convention et me permettre de la signer en votre nom. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La dernière délibération, vous avez eu des pièces modificatives, parce qu'il y avait une coquille qui s'était glissée, avec un tableau des effectifs tout neuf qui vous est proposé, mais qui reprenait évidemment la volonté des élus qui s'étaient exprimés à ce sujet, de faire un dépoussiérage, avec de nombreux postes qui étaient vacants et qui n'avaient pas vocation à être pourvus. Donc évidemment, moins il y a de postes vacants et plus, en toute transparence, on vous propose les recrutements pour les ouvertures de postes. Donc là, je pense que ça va dans le sens de ce que vous souhaitiez. On est passé de 167, il me semble, postes créés à 139, donc c'est quand même une belle diminution. Alors, vous voyez la modification, c'est l'emploi de bibliothécaires à temps complet, puisque la directrice de la médiathèque avait rejoint le corps des attachés, donc ce n'est pas un départ à la retraite ou un licenciement, mais un changement de corps. Et ensuite, les modifications qui avaient été faites sont issues. Alors, il y avait une deuxième coquille sur la ligne du technique, adjoint technique principal de deuxième classe. Donc, c'est bien 7 au lieu de 8, puisqu'il y avait un départ à la retraite qui avait été omis. Départ à la retraite, l'entretien de l'école Jean Monnet, sans citer le nom. Voilà pour les deux coquilles qui ont été réparées ce soir. Pour le reste, vous voyez les suppressions, je ne vais pas toutes les lister. Est-ce que vous avez des questions? Et en ce cas-là, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, vous avez les décisions du maire, en l'occurrence les décisions de Raymond Abrine. Vous voyez, 30 novembre, 7 décembre, 17 décembre. Ce sont essentiellement des décisions qui portent sur les achats alimentaires ou de combustibles pour la cantine, sur des prestations pour l'accueil de loisirs, notamment l'éco-parc. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, évidemment, on essaiera d'y répondre. C'est souvent le cas des décisions, ce type d'achat. Voilà, elle s'arrête au 1er mars avec la société Écoparc de la Cassie, qui est le parc d'Acrobranche. Vous avez des questions sur ces décisions? Non. Bien, l'ordre du jour est épuisé. J'aimerais encore avoir une pensée pour René Blanc. Je suis vraiment particulièrement affecté par cette nouvelle et pour toute la famille. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et attentif pour cet hommage et pour l'ordre du jour de ce conseil municipal. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.